Merci donc de m'accueillir, puisqu'on est arrivé ce matin de Grenoble, et très heureux d'être parmi vous. On a parcouru un peu le monde ce matin avec plein de photos et différents endroits. Et puis voilà que maintenant, on arrive ici, en Europe. On arrive en Europe, pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a aussi des camps de réfugiés. Et donc, on va aller, je vous emmène donc en voyage avec moi. Donc, ces femmes que j'ai pu suivre, puisque j'ai plus de 25 ans d'humanitaire à travers tous les pays du monde. Et ces femmes qui m'ont toujours ébloui par leur courage, et on y reviendra, par leur résilience. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique, mais c'est simplement vous montrer que les migrants habitent l'humanité depuis la nuit des temps, et que les migrants, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les hommes et pour les femmes, et que vraiment, dans tous les siècles, les populations donc, ont bougé. Donc cette carte vous montre qu'il y a quand même une intensité extraordinaire actuellement de toutes ces migrances, et vous en savez les causes. Donc elles habitent le monde, et il y a actuellement 244 millions de migrants à travers le monde, 244 millions. Et surtout, ce qui est très novateur, c'est que dans toutes ces migrances, actuellement, voilà, ça c'est un fait nouveau, ce sont les femmes et les enfants qui sont le plus grand nombre dans ces migrances. Ce n'est plus les hommes maintenant, mais ce sont les femmes et les enfants, à raison de 60 à 65% de migrants actuellement, ce sont des femmes et des enfants. Alors, il y a trois types de migration. D'abord, vous avez les migrations internes. Alors, les migrations internes, c'est ce qu'on appelle les déplacés internes. Et moi, j'ai vécu ça tout au long de ma vie d'humanitaire, dans tous les conflits, où à l'intérieur même du pays, eh bien, vous avez les gens qui se déplacent pour des raisons de conflit, de malnutrition, de famine, de cataclysmes, etc. Et ces déplacés internes, ils sont actuellement à peu près 500 000 à travers le monde. Et on n'en parle pas de cela, parce qu'on ne les voit pas en fait. Souvent, on n'a pas accès à ces populations qui se déplacent. Et par exemple, dans un pays comme l'Afghanistan, que je connais depuis 25 ans, j'ai toujours vu des déplacements de population. Et c'est absolument incroyable. Dans ce pays où c'est l'éternité, où c'est l'éternité en guerre, eh bien, ces populations afghanes sont en perpétuel mouvement. Et puis, à côté de ces migrations internes, vous avez donc celles dont on va parler un petit peu plus longtemps, ce sont les migrations de l'exil, où on est obligé de quitter le pays, franchir des frontières pour trouver refuge ailleurs. Et puis, vous avez donc dans ces réfugiés sur les chemins de l'exil, ça ce sont des photos de Tchétchénie, quand on sait qu'un petit pays qui avait 2 millions de personnes, 1 million de personnes a dû quitter la Tchétchénie pour aller vivre ailleurs sous l'occupation, au moment de l'occupation soviétique. Et puis les troisième types de migrants, ce sont les migrants oubliés. Alors ces migrants oubliés font appel à tous les disparus, à tous ceux qui sont partis en effet, mais qui ne sont jamais arrivés nulle part. Et ils représentent à peu près 10% de toutes les disparitions, enfin 10% de tous ces migrants ont disparu d'une façon ou d'une autre. Alors, cette image vous montre bien qu'il y a en effet actuellement, pour simplement l'année 2018, vous avez donc pour l'année 2018 simplement 1500 femmes et enfants qui sont morts noyés en Méditerranée. Et si on compte en une dizaine d'années, c'est 15 000 femmes et enfants qui sont morts noyés en Méditerranée. Et pour le simple mois d'août de cette année, vous avez 400 femmes et enfants qui sont morts en Méditerranée. Alors, ce sont donc ces fameux migrants oubliés, ceux dont on n'entendra plus jamais parler, hélas. Et puis vous avez ceux qui vont mourir sur le chemin et qui vont être donc enterrés ici à droite ou à gauche parce qu'il y a les accidents de la vie qui les accompagnent. Et ça aussi, ce sont des gens qui sont sur le chemin de l'exil et qui seront les oubliés de l'histoire. Vous avez là aussi, donc on va parler un petit peu des pathologies migratoires. Moi je suis médecin, donc je réagis souvent en tant que médecin.
Et j'ai pu identifier plusieurs pathologies qui sont les pathologies de la migrance. D'abord, dans ces pathologies migratoires, vous avez les pathologies du départ. Ce sont des pathologies abominables. C'est le psychotraumatisme de tous ceux qui ont tout perdu et qui, en plus d'avoir tout perdu, sont obligés de partir parce que la vie n'est plus possible sur place. Ces psychotraumatismes atteignent, comme on vous l'a dit antérieurement, des familles entières. Donc ça va de l'ancien jusqu'au nouveau-né. Il faut partir dans des situations épouvantables et sans savoir où on va, sans savoir de quoi sera fait demain. Donc ces pathologies du départ, ces abandons, du néant en allant vers l'inconnu, c'est quelque chose que les gens vont porter, que ces personnes-là vont porter comme une marque indélébile au fond d'eux pendant des années et des années, si ce n'est toute leur vie. Pathologie du départ qui montre bien que quand on part, eh bien voilà, il ne reste plus rien, on n'a plus qu'à invoquer un Dieu éventuellement pour dire qu'on ne retrouvera jamais sa maison, les siens, ses biens familiaux, ses biens culturels, ses biens éducatifs. On part. Et on part dans cette souffrance épouvantable qui fait que souvent on est obligé de prendre du temps et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Écouter, écouter, écouter. C'est, même dans l'humanitaire, je dis que toujours le premier soin qu'on a à faire, c'est l'écoute. Écouter l'autre et qui a besoin de dire tout son psychotraumatisme. Après, vous avez les pathologies du délit. Alors les pathologies du délit, c'est quelque chose qui est très déshonorant. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre sa vie entre les mains de mafieux, de brigands, de passeurs, qui vont tout faire pour prendre votre argent et qui vous en redemanderont encore en chemin. Et c'est cette soumission donc, qui est une véritable pathologie. Je me soumets à quelqu'un qui est un hors-la-loi et je deviens moi-même, dans le cadre du délit, je deviens moi-même un hors-la-loi puisque je vais être un sans-papier. Et qui plus est, on va me faire sentir ce délit parce que dès que je vais arriver sur un havre de paix, je vais être accueilli comme un délinquant puisqu'on va me mettre dans des camps avec des barbelés et qu'on me demandera de rester dans ces camps sous barbelés. Et ces camps, c'est ce que vous avez déjà vu antérieurement, c'est quelques photos que je vous montre ici à travers le monde. Et donc ces pathologies donc, du délit, c'est intéressant, mais il faut que je vous raconte quand même une petite histoire, parce que vous restez un délinquant. Les passeurs vous ont donné, vous ont permis d'arriver sur ces camps, et sur ces camps, on est cette fois-ci en particulier, on est cette fois-ci en Europe. Donc l'Europe, bonne fille, va dire à ces braves gens, on va vous donner une carte de demandeur d'asile puisque vous souhaitez rester en Europe. Et en plus, on va vous montrer notre générosité puisqu'on va vous donner 1,5 litre d'eau par jour et par personne, 1,5 litre. Il faut 15 litres pour vivre correctement. On vous donne ça et en plus on est très bon puisqu'on va vous donner 90 € par mois pour vos faux frais. Acheter quand même un peu de savon, acheter différentes choses. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces braves gens, ces braves familles, ces braves femmes, elles vont économiser ces 90 €. Et au bout de un an et demi, ils auront mis de côté 900 €, ce qui va leur permettre, avec un nouveau passeur, puisque je vous parle des gens qui sont sur les îles grecques, qui sont en Europe, mais ils sont sur des îles, donc avec ces 900 €, ils vont pouvoir trouver un passeur qui va les faire venir sur le continent européen. Ce qui veut dire que l'Europe traite en sous-main l'arrivée le financement de ces demandeurs d'asile aux passeurs et aux différentes bandes mafieuses. Alors ça, c'est donc la pathologie du délit. Je reste un délinquant et je le serai pendant des années, et qui plus est, on va vous montrer qu'on vous garde là-dedans et que, de toute façon, on va faire traîner les procédures pour que vous arriviez le plus tard possible sur le continent européen. Alors c'est ce qu'on constate sur toutes les îles grecques. Actuellement, il y a à peu près 6000 demandeurs d'asile qui sont figés là et oubliés du monde sur ces îles grecques dans un déshonneur complet, puisque ce sont des camps prévus pour 600 personnes
et ils sont 3600 à 4000 par camp. Donc les femmes essayent de survivre dans ces camps avec leurs enfants, mais dans des conditions d'habitat, d'hygiène, etc., qui sont absolument épouvantables. Alors, ça, c'était les pathologies. On a vu les pathologies du départ, du délit. Maintenant, on voit les pathologies du déni. Alors, les pathologies, ce sont les pathologies de l'attente. Et je vais être un dénié, puisqu'on ne prend pas soin de moi, puisqu'on ne fait pas attention à moi, et qui plus est, je vais être simplement un simple numéro avec une carte, c'est tout. Donc on va dénier que je suis un humain. Et même un médecin grec rencontré là-bas parle d'une torture humanitaire, c'est-à-dire qu'on dénie les accès ou les conditions les plus basiques pour que la vie se passe le mieux possible. Alors, cette pathologie du déni, qui fait qu'on n'a pratiquement pas d'accès aux soins, les soins sont excessivement difficiles, pas accès à des lieux d'hygiène, donc l'attente. Et l'attente, comme je vous dis, elle est là-bas, et ce déni, il est là-bas, mais il est aussi ici, en France. Une jeune migrante qui arrive en France et qui va accoucher, eh bien oui, en effet, elle sera acceptée dans un hôpital qui va lui permettre d'accoucher dans des conditions correctes. Sauf que la législation dit qu'au bout d'un mois, cette mère et son enfant doivent quitter l'hôpital et doivent quitter toutes les structures de l'État. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le déni de cette jeune migrante, il existe aussi chez nous, puisqu'il va falloir qu'elle trouve d'autres solutions relais, mais en sachant qu'au bout d'un mois, elle est en dehors de l'hôpital, elle et son enfant. Après, ce qui est un peu plus intéressant, donc dans ces pathologies du déni, je vous montre là le camp, ça c'est un camp sur une île grecque, sur l'île de Samos. Alors on voit la grande marque du camp au milieu, et tout autour, c'est ce qu'on appelle la jungle. Comme il existait, rappelez-vous, la jungle de Calais, il n'y a pas longtemps, ben vous reprenez la jungle de Calais, et vous la mettez là-bas, et dans ce déni, eh bien, on voit les femmes qui font la queue pour essayer d'avoir à manger. Voilà un peu les conditions d'hygiène chez nous, ici en Europe. Hein. Voilà les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent ces personnes, avec des rats, oui, parce que c'est bien sûr infesté de rats, de serpents, de punaises, de lits, de tout ce qu'on veut. C'est donc cette réalité. Et puis à côté, heureusement, vous avez les pathologies du désir. Alors les pathologies du désir, c'est-à-dire que forte de mon identité que j'ai, en étant une jeune migrante, là ce sont des jeunes Afghanes qui sont aussi que j'ai pris en photo sur cette île de Samos. Forte de mon identité, je ne peux pas être inexistante. J'apporte ma vitalité, j'apporte mon désir de m'épanouir et de faire grandir aussi la communauté qui m'accueille, moi et toute ma famille. C'est ce qu'on me dit là-bas. Donc en gros, elles nous disent, ces jeunes Afghanes, comme tous les autres migrants, non, nous ne sommes pas une charge, mais nous sommes une chance pour la communauté, pour peu qu'elle veuille bien nous accueillir. Et ce que j'ai vu de plus extraordinaire, c'est la résilience, on en a parlé un peu ce matin, la résilience des femmes, et c'est pour moi, c'est un événement, enfin je veux dire que c'est extraordinaire, c'est-à-dire de voir que ces femmes, elles ont un courage dans le quotidien, dans la dignité qu'elles portent à leur famille, à leurs enfants, à leur mari, et elles sont toujours dans cette idée de toute façon, il faut assumer notre quotidien pour que demain ce soit mieux et ce soit meilleur. Et c'est ce qui se passe. Et ça, je l'ai vécu dans tous les camps que j'ai pu rencontrer, aussi bien dans des déplacements internes qu'ailleurs. L'homme, dans un camp de réfugiés, en gros, il est nul, parce qu'il est hors de son statut social. Il ne sait plus quoi faire. Alors que la femme, elle assure, c'est elle qui tient le foyer de la maison. Et c'est cette force et cette résilience. Et là, cette photo enfin, puisque je parle le persan avec mes amis afghans, et là, c'est une jeune famille afghane. Lui, il avait déjà perdu une jambe avec des mines antipersonnelles, mais bon, ils sont prêts à venir et ils se disent, mais il n'y a pas de problème pour nous, on quitte quand même. C'est-à-dire que souvent, ils quittent de telles zones de souffrance et ils ont une telle dose d'espérance dans leur avenir qu'on se doit de les accompagner et qu'ils soient enfants de tous âges ou de tous les continents.
Et une résilience particulière, alors là, je vais sûrement vous étonner, c'est celle d'un peuple qui s'appelle le peuple sahraoui. Alors le peuple sahraoui, avant il existe un pays qui s'appelait le Sahara occidental, qui était une colonie espagnole. Les Espagnols sont partis et les Marocains ont dit que c'était une ancienne province marocaine, donc on va reprendre cette province, d'autant qu'il y a du pétrole, il y a du phosphate et il y a du poisson. Donc ils sont arrivés et les Sahraouis sont retrouvés dehors et depuis 40 ans, c'est un peuple qui vit une résilience extraordinaire en se disant oui, un jour, on retournera dans notre pays qui est donc le Sahara occidental. Alors, ils vivent là, la communauté internationale a dit mais il leur faut un statut pour avoir des élections d'autodétermination, pour voir ce que veut ce peuple. Alors en effet, ça marche. Sauf qu'il y a un conseil de sécurité où les 5 membres permanents du conseil de sécurité sont tout à fait d'accord pour faire cette grande concertation d'autodétermination. Il y a un seul pays qui s'oppose à cette procédure, c'est la France. Voilà, donc je voulais porter témoignage de l'extraordinaire résilience des femmes et de ces femmes sahraouis qui non seulement assurent leur charge familiale, mais aussi au niveau social, elles mettent en place plein de procédures éducatives pour tout ce qui est la santé, la santé participative. Elles sont excessivement en pointe, ces femmes sahraouis, et je voulais leur rendre hommage. Donc, à côté de ces pathologies du désir, il y a aussi les pathologies de la démission et de la désespérance. C'est-à-dire que certaines, devant autant de difficultés, autant de parcours chaotiques, autant de négations, autant de refus tout au long de leur vie, eh bien, ils arrivent à cette désespérance qui fait que c'est la capitulation pour 15% des migrants et des migrantes qui vont tomber dans des troubles anxio-dépressifs et plus, hélas. C'est souvent l'installation à ce moment-là d'une précarité qui est une précarité permanente. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les images les plus dures qui sont celles de cette démission et du déshonneur. Alors, je ne vais pas vous laisser sur ces impressions parce que, en bon humanitaire je suis, j'ai toujours un côté très très optimiste. Alors que faire? Eh bien, que faire? D'abord, il faut soutenir le HCR. Pourquoi? Parce que c'est eux qui prennent essentiellement en charge les femmes et les enfants. Ils les prennent en charge pour les protéger et pour donc leur donner leur permettre d'avoir accès à des soins. Alors, le UNHCR, c'est très bien, seulement il faut des sous. Alors les sous, figurez-vous qu'on est là au mois de septembre, eh bien le HCR, il a pratiquement mangé toute l'enveloppe financière qu'ils avaient pour l'année 2019. Donc ils vont finir l'année avec des bouts de chandelle, sans pouvoir apporter donc de l'aide. En gros, le HCR apporte une aide à 50% des personnes, à 50 à 60% des femmes et des enfants, en sachant qu'il y en a 40% qui vont rester au fond des camps. Donc ça, c'est... voilà. Ensuite, alors ce qui est très curieux aussi, avec le HCR, c'est qu'ils ont donc ce budget de 240 millions annuels. En gros, 100 millions sont donnés déjà par la Suède, qui est un pays remarquablement généreux pour le HCR. Et puis la France, elle se contente de donner 14 millions pour donc tous ces 6 000 réfugiés qui sont sur les îles grecques. Alors après donc ce soutien, donc je crois qu'il faut avoir très très conscience que c'est une instance donc onusienne, mais qui fait quand même un travail remarquable dans les camps. Après, pour compléter ce travail donc ce travail du HCR, il faut continuer, et là c'est un appel que je vous lance à tous, à travers l'association du Dr Ben Mbassa, comme avec toutes les autres, c'est continuer à aider les ONG. Parce que les ONG, petites ou grandes,
dans tous les lieux où elles sont sur le chemin de ces migrants et les accompagnent avec plus ou moins de moyens, mais au moins ce sont des repères et des relais pour ces migrants. Donc aider et soutenir les ONG, pour moi c'est quelque chose qui est absolument important dans toutes les situations, bien entendu. Là, c'est sur l'île de Samos, dans une petite ONG française, Med Equality, et qui fait donc du soin et de la consultation pour toutes les femmes et les enfants, donc sur cette île de Samos, vu qu'il n'y a rien au niveau du camp. MSF s'occupant, elle, de tout ce qui est les violences sur les camps, les femmes violées ou battues, etc. etc. Donc ça, c'est un secteur très particulier qui est pris en charge par MSF. Donc soutenir, aider et soutenir les ONG. Ensuite, quelque chose qui m'interpelle aussi, ce sont les camps de rétention en France. Vous savez que quand on veut renvoyer les gens chez eux, soi-disant que leur pays n'est pas en guerre ou leur pays est suffisamment sûr, comme la Tchétchénie, il paraît que c'est un pays très sûr, comme l'Afghanistan, on peut maintenant renvoyer des gens en Afghanistan. Donc je pense que, comme l'a demandé la CIMAD, c'est interdire les camps de rétention pour les femmes et les enfants, car c'est excessivement traumatisant que des gens qui ont vécu des parcours les plus chaotiques qui soient se retrouvent en prison avant d'être rejetés sur leur pays d'origine. Après, une chose un petit peu plus nouvelle, parce qu'il faut toujours terminer par quelque chose de positif, c'est promouvoir le visa pour l'asile. Alors, le visa pour l'asile, c'est en fait une disposition qui est inscrite dans la loi européenne et qui permet pour tous les gens en difficulté d'avoir accès directement sur le continent européen, sans passer forcément par tous les parcours qu'on vous a racontés et qui sont toujours aussi dramatiques. Et donc, c'est la seule façon digne qui serait de mettre tous ces gens dans des cars ou dans des trains et les faire venir sur leur pays d'origine, sur leur pays d'accueil qu'ils ont choisi ou qu'on aura pu leur octroyer, pour que pendant un certain temps, ils puissent faire la connaissance de notre monde européen et ensuite voir comment ou non ils peuvent s'insérer sur ce monde européen. Voilà, donc ça, ce sont des... Enfin, nous, en tous les cas, je travaille avec une ONG à Grenoble et on est la branche française, ça s'appelle Amel France, d'une grande ONG qui travaille donc sur le Liban. Amel est une ONG très importante au Liban et moi je suis en France le représentant de Amel International avec Xavier Manueli. Voilà, donc on revient à la photo initiale où vous avez ces migrants, hommes et femmes, qui nous appellent, qui nous interpellent. Alors pour nous, humanitaires, c'est pas compliqué, c'est soulager le malheur, c'est redonner de la dignité et c'est défendre les droits de tous ceux qui sont sur notre chemin. Il en va de notre humanité. Et puis la dernière diapo, c'est ce bateau qui va approcher, c'est cette embarcation de migrants qui va approcher un bateau, en sachant que sur ce bateau, ils seront en sécurité sur le bateau, mais qu'ils ne seront pas forcément bien accueillis ici en Europe, car ils vont y rester un certain temps sur ce bateau. Et la phrase finale, qui nous concerne tous, je dis bien qui nous concerne tous ce matin, là, puisque vous avez pris du temps pour ça, et on va le partager, c'est que l'inhumanité infligée à autrui détruit ma propre humanité. L'inhumanité infligée à autrui détruit ma propre humanité. Voilà, merci de m'avoir écouté.